Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la magie de la télé Global Télévision GTV. Bienvenue dans ce 20h. Donc voici les titres. Censé apaiser les victimes et les Sénégalais qui s'étaient battus contre la loi portant amnistie des crimes ayant lieu lors des troubles politiques préélectoraux, la proposition de Amadou Ba a plutôt alimenté la polémique. Abrogation de la loi d'amnistie, le nouveau front à travers une lettre d'explication déposée auprès de l'ambassade des États-Unis alerte. Les membres souhaitent que lumière soit faite sans exception concernant la loi d'amnistie. Ils se sont exprimés au micro de Ndella Ndiaye et Ndarte Gueye. Leur réaction est à suivre en début d'édition. Colère noire du collectif des maîtres contractuels contre le nouveau régime. Ces enseignants dénoncent des lenteurs administratives et le retard des actes d'intégration. Ils ont d'ailleurs entamé un plan d'action ce samedi et comptent durcir le temps si rien ne bouge d'ici les prochains jours. En cette période de Ramadan, la vente de tapis de prière est en vogue. Les vendeurs s'en sortent pas mal. Amsatou Gano a fait le tour des vendeurs au marché Sandaga de Dakar. C'est un reportage à suivre en fin d'édition. Tels sont les titres sur le développement. Abrogation de la loi d'amnistie, le nouveau front a déposé une lettre d'explication auprès de l'ambassade des États-Unis. Ce document, selon eux, met en lumière la tentative alarmante du régime actuel d'établir une loi susceptible d'entraver l'abrogation intégrale de la loi d'amnistie en faveur d'une interprétation partisane. Propos recueillis Ndella Ndiaye, Ndarte Gueye. On s'est rendu aujourd'hui à l'ambassade des États-Unis, comme vous pouvez le constater, pour introduire une lettre de dénonciation par rapport à la loi interprétative qui va être incessamment déposée à l'Assemblée nationale du Sénégal. Comme vous le savez, il y a une tentative manifeste de ce nouveau régime de procéder à un effacement d'un certain nombre d'abus et de crimes qui ont été perpétrés au Sénégal. Depuis leur avènement, tout le monde a constaté que leur intention est de faire de sorte de rendre justice sans la justice. Aujourd'hui, vous avez vu que lorsqu'ils ont introduit cette loi, ou bien lorsqu'ils ont eu l'idée d'introduire cette loi, leur volonté manifeste, c'est de faire de sorte que les gens qui sont leurs adversaires politiques et qui les avaient empêchés de brûler ce pays, ce sont ces gens-là aujourd'hui qu'on tente d'indexer. En l'occurrence, le régime sortant, mais également, il faut le dire, les forces de l'ordre. Parce que gracier ou effacer l'ensemble en tout cas des agissements des hommes politiques tels que cela a été stipulé dans la loi, cela signifierait tout simplement jeter à la vindicte populaire nos forces de défense et de sécurité, et ça, nous ne sommes pas prêts à le concevoir. Ce qui fait que nous, dans le cadre de cette organisation que nous avons aujourd'hui, le NFA, nous voulons que l'État du Sénégal se ressaisisse. Parce que nous n'entendons pas laisser passer cette loi. Nous restons toujours dans le même sillage. La polémique ne désenfle toujours pas autour de la loi d'amnistie. Selon Seydina Mohamedou Malal Diallo, secrétaire général du collectif Non-Langue, le parti au pouvoir avait pris des engagements fermes lors des élections passées pour une abrogation totale et sans équivoque de la loi d'amnistie. Il appelle les nouvelles autorités à se conformer à leurs engagements. Il est au micro de Mansour Diassé et Boubacar Diagne. Nous témoignons toute notre inquiétude suite à la proposition de loi faite par le député de la majorité parlementaire Amadou Ba pour une révision de la loi d'amnistie avec une loi interprétative. Et nous savons tous que notre position sur cette loi était de ne pas la voter, de ne pas l'adopter au Sénégal. Et malheureusement que cela a été fait. Et qu'aujourd'hui, avec le régime actuel, avec les promesses électorales lors des campagnes récentes, ils avaient promis quand même de défenser cette loi afin que justice soit faite, afin que justice soit rendue au nom du peuple. Aujourd'hui, si on voit qu'ils tergiversent sur leur position, quand même ça nous inquiète. C'est pour cela qu'on s'est dit que
que cette loi ne doit pas faire l'objet d'une abrogation partielle, mais elle doit définitivement être supprimée afin que la justice puisse être rendue au nom du peuple. Mais qu'est-ce qui pourra permettre de distinguer les crimes des faits politiques? Parce que c'est concomitant en fait, parce que c'est un contexte politico-judiciaire qui a été très tendu et dans laquelle quand même il y a eu des crimes, il y a eu des infractions qui ont été amnistiées. Donc si aujourd'hui on se lève pour dire qu'on va choisir les faits qui ont été amnistiés, qu'on va laisser sur la loi et d'autres qu'on va éliminer, donc là on serait tenté même de faire une justice à double vitesse en fait. Et ce que nous avons toujours combattu. Parce que la loi d'amnistie doit être abrogée purement et simplement, c'est parce qu'effectivement, tous les faits qui avaient fait l'objet d'amnistie doivent être élucidés d'abord, parce que nous ne sommes pas quand même contre le pardon. Mais ça doit être précédé par la justice, la vérité. Parlons à présent de l'éducation. Le collectif des maîtres contractuels du Sénégal s'indigne et dénonce ce qu'il qualifie d'injustice de la part de l'État. Il s'agit des lenteurs administratives, les actes d'intégration, entre autres. Ils l'ont fait savoir ce samedi 15 mars 2025 lors d'un point de presse. Ainsi, le collectif demande au ministre de tutelle de redoubler d'efforts et d'intervenir le plus rapidement possible à ce sujet. Écoutons Mamadou Fall, membre du collectif. Il est joint au téléphone par Mansour Diassé. Le collectif des maîtres contractuels du Sénégal nous a mandaté aujourd'hui pour alerter l'opinion nationale et internationale sur les injustices dont sont victimes les maîtres contractuels. Alors, il s'agit tout simplement des lenteurs administratives. Et ces lenteurs, c'est d'abord au niveau des commissions d'examen. Beaucoup de maîtres contractuels sont en train d'attendre la visite d'une commission pour pouvoir être évalués et décrocher le diplôme de CAP ou de CEAP. Donc, c'est une situation qui est inadmissible et ça doit cesser. La deuxième lenteur, c'est au niveau des arrêtés. Alors, la signature tardive des arrêtés, donc ça aussi, c'est une question qui fait souffrir énormément de maîtres contractuels. Parce que sans ces arrêtés d'admission, qui doivent être signés par le ministre de l'Éducation nationale, le carrière de l'enseignant est bloquée. Voilà pourquoi nous demandons au ministre de l'Éducation, M. Moustapha Guirassy, de redoubler d'efforts pour accélérer la sortie des arrêtés. Et enfin, j'en viens aux actes d'intégration. Alors, ces actes d'intégration, maintenant, là, ce qui se passe actuellement, c'est du jamais vu. C'est incompréhensible parce que ce sont ces actes-là qui permettent aux maîtres contractuels de prétendre à changer de statut, mais également d'entrer dans la fonction publique. Et ces actes sans lesquels la carrière de l'enseignant ne peut évoluer. Il ne peut ni prétendre à un avancement, ni prétendre à un reclassement ou même participer à un concours. Donc c'est une situation que nous dénonçons avec toutes nos forces. Aujourd'hui, on parle de pacte de stabilité sociale. Ce n'est surtout pas le moment d'ignorer les droits constitutionnels de ces braves enseignants, ces braves MC qui ne ménagent aucun effort malgré les difficiles conditions de travail auxquelles ils sont confrontés. Donc voilà ce que nous sommes venus dénoncer aujourd'hui. Donc, j'espère que le gouvernement va réagir par rapport à ça et faire une opération coup de poing pour vraiment publier tous les actes qui sont en train de dormir au niveau du secrétariat général. C'était Mamadou Fall, membre du collectif des maîtres contractuels. Tcherno Alia Meng, le coordonnateur de la cellule du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans des zones périurbaines et rurales et efficacité énergétique à la Sénélec, a procédé ce samedi à la mise en service de la boucle de Pointe Sarène, un projet réalisé dans le cadre du programme de promotion de l'efficacité énergétique et d'accès à l'énergie. Nous l'écoutons, il est au micro de Mam Awasal. De la boucle de Pointe Sarène, qui est un projet réalisé dans le cadre du programme de promotion de l'efficacité énergétique et d'accès à l'énergie, financé par la KfW, la coopération allemande, et mis en œuvre par Sénélec. C'est un projet très important qui a pu procéder à la sécurisation de l'alimentation électrique dans plusieurs villes du Sénégal,
dont la ville de Mbour, je dirais même le département de Mbour. Pointe Sarène faisant partie intégrante de la commune de Malicounda. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est venu pour mettre en service cet ouvrage hautement stratégique pour Pointe Sarène et qui permet de boucler l'alimentation électrique, de la rendre plus fiable et donc de sécuriser l'électricité au niveau de toute la zone, y compris au niveau de l'hôtel Riu Baobab. Le projet, comme je l'ai dit, a été financé par la KfW et donc mis en œuvre par Sanelec. L'exécutant du projet, c'est RMT et l'ingénieur conseil, c'est Ginger Sofreco. L'impact du projet, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, comme je l'ai dit tantôt, ce projet permet de sécuriser l'alimentation électrique. Si vous voyez bien, on avait ici un transformateur de 50 kVA qui alimentait tout le village de Pointe-Sarène et donc il y avait des chutes de tension et donc la qualité du service électrique n'était pas au rendez-vous. Aujourd'hui, Tambacounda pour une meilleure efficacité dans la prise en charge des urgences dans les structures sanitaires à Tamba. Les autorités sanitaires proposent des pistes de solutions. Une rencontre de 3 jours entre plusieurs acteurs de la santé s'est tenue à Tamba, ce qui a permis de redynamiser le cadre de concertation avec la prise en compte de toutes les difficultés pour parer à toutes les situations dans les établissements sanitaires. Dr Fatou Mbaye Sy, la directrice générale des établissements de santé, s'est exprimée au micro de notre correspondant à Tamba, Amadou Diallo. Pour mettre en place le cadre de coordination régionale de la prise en charge des urgences. Et vous rappelez juste que tout le monde le sait, les urgences constituent un problème ici au Sénégal et peut-être qu'il y a une légère amélioration, mais il y a quelques années, on ne restait pas 2 jours sans qu'on nous parle d'un malade qui a quitté une structure vers une autre sans pourtant trouver une place. Ce qui a motivé l'organisation de concertation en 2019 et qui ont abouti à l'élaboration d'un plan stratégique sur 5 ans. Ce plan tournait autour de 4 grandes questions sur lesquelles il fallait vraiment insister sur la mise aux normes, c'est-à-dire qu'il y ait des infrastructures de qualité, services d'accueil des urgences de qualité avec tous les services qui tournent autour, avec des équipements aux normes, la mise à disposition des médicaments, il n'y ait jamais de rupture pour éviter les prescriptions intempestives, il y ait des ressources humaines formées, des médecins urgentistes, des infirmiers, des sages-femmes, suffisamment pour prendre en charge correctement. Et le 4e élément, c'est la gouvernance. Vraiment faire en sorte qu'il y ait une bonne coordination entre les différentes structures qui prennent en charge, que ce soit les hôpitaux, les centres de santé, etc. Qu'on ne dise plus jamais que le malade fait une structure vers une autre sans pourtant trouver une place. Qu'on ne transporte plus jamais un malade hors d'un véhicule qu'une ambulance. Assurer cette bonne coordination avec le SAMU. On a partagé les difficultés dans la prise en charge des urgences ici au niveau de Tamba. On a présenté aujourd'hui tout ce qui est orientation, directive, ce qu'on donne comme indication forte, en tout cas les recommandations du ministère de la Santé, que toutes les structures doivent respecter pour que la prise en charge des urgences se fasse dans les normes et de façon qualitative pour l'ensemble des populations de Tamba. Les vendeurs de tapis de prière se frottent les mains depuis le début du Ramadan. Leur commerce est en plein essor. Notre reporter Amsatou Gano a fait le tour des vendeurs au marché à Sandaga de Dakar. C'est un reportage signé par Amsatou Gano. Au marché Sandaga, les tapis de prière sont exposés à vue d'œil en ce mois béni. Ils sont incontournables dans l'accomplissement de l'un des piliers de l'islam. Ils sont devenus ainsi les compagnons silencieux des fidèles musulmans à la quête de spiritualité. Travaillés avec divers designs, les tapis de prière se vendent à merveille. Les tapis de prière marchent petit à petit. En tout cas, on ne se plaint pas. Des fois, on peut vendre 3 tapis de prière, ou 2, voire même 5. Ça dépend des clients. Les tapis de prière permettent aux croyants de prier dans un confort inouï sans se salir. Malgré la proximité avec le sol, leurs prix dépendent de la qualité, mais aussi de la taille. Il y a ceux qui coûtent 5 000, 2 500, 2 000 ou 1 500. Cela dépend de la qualité qu'on propose aux clients. Les tapis de prière pour les enfants coûtent 1 500 et 5 000. Pour les personnes âgées, certains coûtent 10 000, 7 000.
Importés de différents pays, les tapis de prière se vendent comme des petits pains. Cependant, les détaillants se ravitaillent ici, au marché Sandaga. On se ravitaille au marché Sandaga, plus particulièrement dans les boutiques, où on achète en gros pour revendre afin d'avoir quelques bénéfices. Ils viennent au Maroc ou à Dubaï. Ainsi, en ce mois béni de Ramadan, certains Sénégalais qui se découvrent une nouvelle religiosité se tournent vers les vendeurs de ces accessoires de prière, mais aussi de piété. À l'international, des djihadistes se sont attaqués à 2 bases de la police et des militaires burkinabés, allant jusqu'à occuper l'une d'elles pendant quelques heures. Au Yémen, les Houthis revendiquent des attaques contre un porte-avions américain. Suivons l'essentiel de l'actualité internationale avec Aïssa Touba. Pour l'actualité hors de nos frontières, la Guinée n'est pas encore en campagne électorale, mais Conakry est déjà paré de poster le géant du président de la junte, le général Mamadou Doumbouya, sur tous les boulevards et avenues de la capitale. Des postes affichent des slogans à la gloire de l'homme fort de Conakry, sauf sur l'autoroute Le Prince qui traverse les quartiers fiefs de l'opposition. Là, des jeunes décrochent, déchirent ou même brûlent les affiches. De l'autre côté, certains dénonce le coût de ces affiches. Cela représente un investissement colossal qui aurait pu être déployé autrement pendant la période de transition, selon eux. Ce week-end, des djihadistes se sont attaqués à 2 bases de la police et des militaires burkinabés, allant jusqu'à occuper l'une d'elles pendant quelques heures. Elles interviennent alors que le gouvernement burkinabé a clamé la semaine dernière avoir repris des ponts de son territoire lors d'opérations dites de reconquête. Même si aucun bilan officiel n'est encore disponible, différentes sources nous informent qu'au moins 12 policiers y ont péri et qu'une partie du matériel. C'est une semaine cruciale sur le dossier de l'Est congolais qui s'annonce. La République démocratique du Congo et le mouvement armé M23 sont invités pour des discussions ce mardi 18 mars à Luanda, en Angola, pays qui, par l'intermédiaire de son président João Lourenço, a appelé à un cessez-le-feu dans l'est de la RDC dès ce dimanche 16 mars. Selon une source gouvernementale, Kinshasa enverra bien une délégation à Luanda. En dehors de l'Afrique, le premier ministre israélien a annoncé dimanche 16 mars mettre fin aux fonctions du chef des renseignements intérieurs, le Shahin Bet, qui enquêtait sur les liens entre le bureau de Benjamin Netanyahou et le Qatar, une décision décriée par l'opposition et la procureure générale. Il devait en principe rester en poste jusqu'en 2026. Enfin, les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont revendiqué dimanche 16 et lundi 17 mars 2 attaques contre un port-avions américain et affirmé qu'ils frapperaient des cargos américains en riposte aux frappes menées par les États-Unis. Le chef des Houthis, Abdelmalek al-Houthi, a appelé les Yéménites à se rassembler lundi par millions pour protester contre ces frappes qui ont visé samedi notamment Sanaa, la capitale du Yémen, et fait 53 morts, dont 5 enfants et 98 blessés selon les rebelles. C'est cette page internationale qui met fin à ce 20h présenté par Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui assuré la coordination et la réalisation à la partie technique, Stanis Lass et Moussa Diouf, au montage Khalifa Ababakarja et Mansour Ndiaye, sous la supervision de Ali Mangassa et toute la rédaction. Merci et bonne suite des programmes sur la Majid de la Télé Globale Télévision GTV. À demain.